Alors bonjour à tous et à toutes, ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer cette nouvelle année du cycle de conférences Feel Good lié à la recherche et le bien-être en société. On est ravis d'accueillir aujourd'hui le professeur Hugues Poissonnier qui vient de Grenoble École de Management, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui est particulièrement sur la thématique d'aujourd'hui, qui s'appelle « Manager avec l'intuition, l'art d'utiliser votre intuition pour prendre des décisions éclairées ». C'est une thématique qui nous tient à cœur en lien avec tous les enseignements qu'on a dans le DU, développer la santé mentale et relationnelle et les compétences psychosociales, puisque justement, on cherche à travailler sur la question de l'identification, la compréhension des émotions et de voir comment elles peuvent être utiles dans le cadre des prises de décision éclairées dans son quotidien. Donc, on est très heureux de pouvoir accueillir Hugues aujourd'hui qui va nous parler en particulier de cette question, mais avec d'autres aspects. La conférence s'appelle « Apprendre à désobéir à soi-même, un enjeu de liberté aux effets salutogènes ». Et alors justement, cette question, obéir à quoi finalement ou à quelle partie de moi, puisqu'il y a des aspects qui sont liés aux pensées, aux émotions. Donc, comment en faire avec tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc ce cycle de conférences, il y a 4 conférences dans l'année. La prochaine conférence sera avec Ilios Kotsou. Je vous en reparlerai à la fin. Et donc merci encore Hugues d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci Rebecca pour ton invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Parce que pendant très longtemps, les années précédentes, j'étais comme vous dans l'assistance. Je venais assister à des conférences très intéressantes et aujourd'hui, je suis très content d'intervenir sur ce sujet, effectivement, sur lequel on a plein de choses à partager, apprendre à désobéir. Je vais commencer par dire quelques mots pour me présenter rapidement. Donc moi, je suis professeur à Grenoble École de Management depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Et j'interviens régulièrement dans d'autres écoles de commerce en France, à l'étranger, dans des universités aussi. J'interviens aussi dans des entreprises pour accompagner des dirigeants, pour former des équipes, en général sur des sujets qui tournent autour de la collaboration, y compris entre concurrents. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi-même quand j'interviens dans d'autres écoles. On fait de la coopétition dans ces cas-là. C'est pas toujours évident, mais voilà, je le fais en plus sans désobéir pour le coup à Grenoble École de Management, puisque j'ai des autorisations pour le faire. Ce qui est assez rare pour être souligné, puisque c'est quand même pas la norme dans ce monde des écoles qui est très concurrentiel avec des classements et tout ça. Donc voilà, des interventions qui me permettent d'accompagner des dirigeants, comme je disais, notamment sur tous les ingrédients qui permettent de bien collaborer. Et parmi tous les ingrédients, il y a bien sûr des compétences relationnelles, émotionnelles, psychosociales qui sont très importantes. Il y a aussi cette capacité qu'on peut avoir à désobéir. Alors le sujet du jour, désobéir. Il ne s'agit pas bien sûr de désobéir pour désobéir. Il ne s'agit pas de désobéir par principe. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux quand on désobéit de liberté, des enjeux de santé, je dirais même de santé publique. Désobéir, c'est salutogène, ça veut dire que c'est bon pour la santé. Et puis quand j'interviens en entreprise, régulièrement, j'ajoute un autre impact potentiel qui est sur la performance. Désobéir, ça permet d'améliorer des performances, que ce soit individuelles, collectives. Donc c'est un sujet qui est important. Beaucoup de philosophes s'en sont emparés d'ailleurs de ce sujet-là. Récemment, il y a Frédéric Gros, que vous connaissez peut-être, en 2017, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Désobéir ». Et bien sûr, beaucoup de philosophes avant lui ont abordé ce sujet-là. Alors c'est vrai que ce qui est entre parenthèses, c'est juste entre parenthèses, à soi-même, mais ça compte beaucoup parce que finalement, c'est essentiellement de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de liberté à conquérir, mais de liberté intérieure, donc dans une vision plus orientale finalement de la liberté, plutôt que de liberté politique, qui est la vision plutôt occidentale qu'on a quand on parle de liberté. Donc évidemment, ce qui est important, c'est qu'avant de conquérir cette liberté dans un contexte relationnel, social, c'est important de gagner un petit peu en liberté intérieure. Et notamment, gagner en liberté par rapport à tout ce qui nous relie au réel, à ce qu'on est en train de vivre en permanence. 3 grandes choses, en fait, finalement, comme l'évoquait bien Rebecca tout à l'heure. Il y a des pensées, des émotions, des sensations qui parfois vont avoir tendance à nous téléguider.
et donc à nous priver de cette fameuse liberté. Et donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de développer cette capacité à désobéir à ses pensées, à ses émotions, à ses sensations. Pas toujours, évidemment. Il y a des moments où c'est bien de les suivre, mais il y a des moments aussi où c'est bien de prendre un petit peu de recul, un peu de distance par rapport à ce qu'impliquent ces pensées, ces émotions, etc. Justement pour gagner en liberté. Finalement, une fois qu'on a dit ça, on peut s'apercevoir que... Bienvenue, bonjour. Finalement, nous sommes tous actuellement, maintenant, là, en train de désobéir à nous-mêmes d'une certaine façon, je pense, parce que vu l'heure qu'il est, beaucoup d'entre vous n'ont sans doute pas déjeuné encore. Et donc, vous êtes en train de désobéir à une sensation, qui est peut-être la sensation de faim qui commence à arriver. Forcément, il y a une pensée qui arrive à côté de cette sensation-là, c'est est-ce que j'ai bien fait de venir ici ? Parce que finalement, j'aurais peut-être mieux fait d'aller manger quelque chose avant. Et forcément, une émotion qui est peut-être une émotion d'anxiété qui vient vous dire, mais est-ce que ça va pas durer trop longtemps ? Est-ce que je suis bien capable de tenir 1 heure avant d'aller manger ? Donc tout ça pour dire, oui, sur cette partie-là, ah oui, je bouge un petit peu trop. Voilà, ça, il va falloir que je désobéisse à ma tentation de marcher beaucoup. C'est Nietzsche qui disait « Il n'est de pensée valable que celles qui viennent en marchant ». Je ne dis pas que mes pensées sont toutes valables, mais en tout cas, je marche beaucoup et je vais essayer de marcher un petit peu moins. Ça, c'est première désobéissance encore. Ok. Alors, je voulais démarrer avec cette image de personnes que vous voyez ici. Peut-être que vous en reconnaissez au moins une des deux. Il y en a une qui est plus connue que l'autre. Ouais, Hubert Reeves, qui est ici en bas, dont j'ai un ouvrage ici, Le banc du temps qui passe, que je vous conseille, qui est vraiment excellent. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Et la personne qui est un peu plus haut ici, c'est quelqu'un dont il parle dans cet ouvrage. Alors je sais bien qu'évidemment, ça fait beaucoup de choses à lire sur un seul slide, mais je voulais vous livrer tel quel ce que dit Hubert Reeves à propos de Stanislav Petrov. Et évidemment, il y a un lien direct avec notre sujet, puisqu'il est question de désobéissance. Vous pouvez lire un petit peu en diagonale, comprendre l'essentiel. Stanislav Petrov, c'est quelqu'un qui, un jour, on est en 1983, alors qu'il est en charge de veiller au centre d'alerte antimissile nucléaire en URSS à l'époque, de bien voir s'il n'y a pas des alertes qui arrivent et tout ça. Et il y a une fausse alerte qui arrive à un moment donné. Et lui décide de ne pas répliquer, de ne pas lancer la salve d'ogive qui aurait dû être lancée à ce moment-là. C'est évidemment une erreur, ça ne vient pas des États-Unis. Et donc, c'est un vrai acte de désobéissance. Et on est là aujourd'hui pour en parler grâce à cet acte de désobéissance. Parce que si ça n'avait pas eu lieu, sans doute que le monde n'aurait plus du tout été le même par la suite. Voilà donc un exemple de désobéissance extrêmement salvateur et dont on peut se féliciter. Et donc, on va voir comment on peut désobéir en contexte relationnel, social, comme je disais tout à l'heure, mais avant tout en apprenant à désobéir à soi-même. Donc, les pensées, les sensations, les émotions, comme on disait également tout à l'heure. Il y a évidemment de multiples biais que vous connaissez sans doute qui nous empêchent de prendre des bonnes décisions, voire d'être heureux, ce qui est encore pire. Possiblement. Donc la rationalité limitée, tout ça a été très bien documenté, notamment par Herbert Simon. Je ne vais pas revenir dans le détail. Toute une série de biais cognitifs, notamment des biais de négativité qui nous permettent d'échapper à des dangers. Il y a une question de survie qui est extrêmement importante par rapport à ces biais-là. On est doté de ces biais finalement grâce ou à cause de l'évolution qui a sélectionné finalement ces biais cognitifs. Il y a des enjeux plus importants liés au danger, au fait d'échapper au danger, plutôt qu'au fait d'accéder à des ressources, par exemple, pour la survie d'un individu et d'une espèce. L'habituation hédonique, c'est le fait de, finalement, oublier de se réjouir de toutes les sources de confort qui sont là au quotidien, comme le fait qu'on puisse prendre une douche chaude, et puis on sait bien que quand vous avez un problème de chauffe-eau, et que pendant 3 jours, vous êtes obligé de vous doucher à l'eau froide, vous vous rappelez à quel point c'était sympa de pouvoir prendre une douche chaude. Par contre, dès que le chauffe-eau est réparé, la première douche chaude, vous allez l'apprécier, mais dès le lendemain, vous allez l'apprécier un petit peu moins que la veille. Donc c'est ça l'habituation hédonique. Le parasitisme émotionnel, le fait de remplacer certaines émotions par d'autres émotions qui sont plus
socialement acceptable, en fonction du contexte dans lequel on vit, en fonction peut-être aussi de l'éducation qu'on a reçue. Donc voilà toute une série de biais, on voit bien, qui viennent nous torturer d'une certaine façon, ou nous empêcher de prendre de bonnes décisions et tout simplement d'être heureux. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre un petit peu de liberté, d'écart par rapport à ces biais-là. Alors vous allez voir, je vais beaucoup donner la parole dans le diaporama auquel vous pourrez accéder sans aucun problème à des psychologues, à des philosophes, à des poètes comme Christian Bobin, qui était un de nos plus grands poètes, qui nous dit « C'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant, uniquement par distraction ». Quel est le rapport avec notre sujet ? Le rapport, c'est tout simplement, évidemment, les pensées qui nous viennent, qui sont très, très positives pour beaucoup d'entre elles, mais qui sont souvent très triviales aussi et qui nous déconnectent de la réalité et de la capacité que nous avons à en profiter un petit peu au quotidien. Swami Prajnampad le dit avec d'autres mots, mais finalement c'est exactement la même idée, lorsqu'il nous dit que le mental vit dans un cercle vicieux et il va créer lui-même les problèmes qu'il va ensuite essayer de résoudre. Ça, c'est tout simplement aussi le fruit de l'évolution, de la façon dont on est structuré et dont notre cerveau fonctionne. Serge Marquis, psychologue québécois que vous connaissez sans doute aussi, il nous dit à peu près la même chose avec cette image de Pansouillard, le hamster qui tourne dans sa roue. Et donc, il évoque évidemment ces pensées qui tournent en boucle et qui nous empêchent parfois d'être bien connectés à l'expérience et finalement de jamais être véritablement dans le présent, mais plutôt dans le passé, dans le futur, avec de l'attente, de l'anxiété, etc. Finalement, celui qui exprime le mieux tout ça, à mon avis, comme toujours, comme souvent en tout cas, avec un trait d'humour, c'est Mark Twain. Mark Twain qui nous dit « J'ai eu dans ma vie de nombreux problèmes, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Donc ça illustre bien cette capacité que l'on a à être anxieux. L'anxiété, c'est une émotion, c'est-à-dire la peur non pas de ce qui est là devant, c'est pas la peur d'un véritable danger qui est présent, mais c'est plutôt la peur d'un danger qui pourrait arriver. Et là, on se raconte des histoires régulièrement sur des dangers qui finalement n'arrivent jamais. Tant mieux. Mais pendant qu'on se raconte ces histoires-là, on n'est pas en train de vivre non plus l'expérience du moment. Alors évidemment, je vais nuancer, il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut arrêter de penser. Il ne s'agit pas de prendre de la liberté excessive par rapport aux pensées. C'est très bien de penser. D'ailleurs, j'aime bien ce que dit André Comte-Sponville, la façon dont il définit la philosophie, puisqu'il nous dit philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. C'est très limpide, cette formule, et je pense que c'est très juste. Penser sa vie et vivre sa pensée. Penser sa vie, c'est évidemment extrêmement important, et je pense qu'aujourd'hui, collectivement et individuellement, on souffre tous d'un écart qui est grandissant entre l'intelligence dont nous sommes dotés et la sagesse dont nous sommes capables de faire preuve. Individuellement, aujourd'hui, on a quand même des nouvelles qui nous viennent, qui nous disent l'intelligence individuelle a plutôt tendance à décliner. On le voit dans les tests de QI, etc., tout simplement parce qu'on a une capacité à porter l'attention à ce qui est en train de se passer, aux apprentissages, etc., qui a plutôt tendance à diminuer. Par contre, collectivement, on a plutôt une intelligence qui a tendance à être cumulative. Et donc, on est capable de soigner des maladies qu'on était incapable d'imaginer soigner il y a encore quelques années. On est capable de faire des choses formidables avec notre intelligence collective. Ce n'est pas automatique, d'ailleurs, l'intelligence collective. Parfois, on est plus con collectivement que tout seul. Il y a plein d'endroits où ça se passe comme ça. Donc, il y a une vraie connerie collective aussi. Là aussi, c'est intéressant de désobéir à ça. Ce qui nous amène à cette connerie collective. Mais il y a de l'intelligence collective. Force est de le constater. Donc, on peut faire des choses formidables grâce à cette intelligence, mais on est aussi capable de parasiter complètement notre planète, de dégrader les conditions de vie, de menacer l'existence même de la vie sur la planète. Donc on voit bien qu'il nous manque sans doute un petit peu de sagesse pour utiliser cette intelligence d'une meilleure façon, à meilleur escient. Depuis 2600 ans, l'humanité, je dirais, a très peu progressé en matière de sagesse. Pourquoi 2600 ans ? C'est une période qu'on appelle l'âge axial, où il y a des gens dans le monde qui ne se connaissent pas, puisqu'à cette époque-là, on n'échange pas énormément, mais qui vont dire à peu près au même moment la même chose. C'est Confucius et Lao Tse en Chine, c'est le Bouddha en Inde,
C'est Zarathustra en Perse, c'est les premiers philosophes grecs du côté de chez nous, un peu plus proche de chez nous en tout cas, qui vont nous dire quand même la paix c'est mieux que la guerre. Respecter son prochain, son voisin, c'est mieux que du tendre des pièges à tout bout de champ. Pardonner, c'est mieux qu'entretenir un sentiment de vengeance. Toute cette sagesse-là, on la connaît depuis 2600 ans. Ça a été dit, ça a été écrit, mais on n'a pas tellement progressé, je trouve, en termes de sagesse. En tout cas, on a beaucoup moins progressé qu'en termes d'intelligence. Donc on vit vraiment un écart croissant entre notre intelligence, ce qu'elle nous permet de faire, et la sagesse, c'est-à-dire ce qui nous permettrait de bien utiliser cette intelligence-là. C'est très dangereux collectivement. On voit bien les dangers auxquels on s'expose aujourd'hui, auxquels on expose les vivants. Et c'est très dommageable individuellement aussi, parce que notre intelligence nous amène parfois à nous poser des questions sans forcément y mettre la sagesse qui permettrait de trouver les bonnes réponses. Donc c'est bien de penser. Évidemment, je ne dis pas le contraire, mais force est de constater que parfois on est plutôt pansouillard le hamster, pour reprendre l'image que donne Serge Marquis. Les trois dimensions qui nous relient à l'expérience vécue, on les retrouve ici. C'est Jon Kabat-Zinn qui en parle très bien, qui nous dit finalement, dans toute expérience, il y a une dimension cognitive, les pensées, une dimension émotionnelle, les émotions, et une dimension sensorielle. Et il nous dit finalement, on est capable grâce à ça, ou à cause de ça, de transformer la douleur en souffrance. La douleur, ça existe. C'est un truc qui, objectivement, est mesurable. C'est une sensation physique, la douleur. Mais souvent, on va transformer une douleur en souffrance, c'est-à-dire un truc beaucoup plus compliqué à gérer, beaucoup plus difficile à vivre, parce qu'on va rajouter à cette sensation physique une pensée et une émotion. Alors, je vais vous donner un exemple très, très simple que j'ai vécu dernièrement. J'étais chez le dentiste. Et donc, il fallait soigner pour la première fois depuis plus de 25 ans une carie. Ça arrive, voilà, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et donc, vous savez, il y a la roulette et tout pour soigner la carie. Donc, il y a une douleur. Effectivement, la sensation n'est pas agréable. Il y a une vraie douleur qui est là. Mais je me suis aperçu à un moment donné que j'étais sur le fauteuil du dentiste et j'étais tout cramponné comme ça au siège. Et je me suis dit, mais là, j'ai transformé ma douleur en souffrance. Parce que je me suis rajouté une pensée. Quelle était ma pensée? Je me suis mis à me dire, mais qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné, avec la roulette, il va un peu trop profond, il va toucher le nerf. Alors moi, je me connais forcément, je vais faire un bond sur le siège. Du coup, lui, il va ripper, il va m'ouvrir la gencive, ça va pisser le sang, il va y en avoir partout. Ça va être une catastrophe. Ça, c'est le train des pensées qui s'enchaîne. Vous la connaissez, la situation. Et donc, forcément, il y a des émotions qui arrivent aussi. Des émotions qui sont comme le feu sous la casserole des pensées. Ça, c'est ce que dit Christophe André. J'aime bien cette image. Les émotions qui vont arriver, qui vont renforcer ces pensées et leur capacité à tourner en boucle. Les émotions, c'est évidemment les émotions d'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer, en effet, si, effectivement, tout ce que je suis en train d'imaginer se réalise? Et donc, je me suis dit, mais finalement, cette pensée, ce n'est qu'une pensée, c'est pas la réalité. Cette émotion, ce n'est qu'une émotion, c'est pas la réalité non plus. Et je me suis retrouvé à devoir gérer, non pas une souffrance un peu compliquée à gérer, il faut le dire, mais juste une douleur. Et ce jour-là, j'ai même pas eu besoin d'anesthésie. C'est pas pour faire le malin, mais c'est juste pour dire que c'est du concret, ce que dit Jon Kabat-Zinn ici. Alors, si besoin était de confirmer, vous avez ici Christophe André qui nous dit à peu près la même chose. Et on retrouve cette belle expression « l'émotion est comme le feu sous la casserole de mes pensées ». Donc, c'est vraiment cette idée de prendre les émotions pour ce qu'elles sont, prendre les pensées pour ce qu'elles sont, ne pas finalement y adhérer. Et puis, de temps en temps, évidemment, elles nous disent des choses extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Elles sont très importantes à suivre, ces pensées, ces émotions. Mais quelquefois, c'est bien de leur désobéir. En tout cas, d'apprendre à mettre un petit écart entre les pensées, les émotions, les sensations et ce que l'on va décider en conscience de faire. Haruki Murakami, qui est un auteur très célèbre, le dit avec son talent d'auteur, c'est-à-dire de façon peut-être encore plus limpide. La douleur est inévitable, ben oui, mais la souffrance est optionnelle. Et ça illustre bien cette capacité qu'on peut avoir à mettre les émotions un tout petit peu à distance,
les pensées, les sensations, etc. Donc ce que je vous propose ici, c'est de détricoter finalement les liens entre sensations et pensées, sensations et émotions, émotions et pensées, parce que c'est ces liens-là qui vont rendre les choses un petit peu plus difficiles à traiter, à gérer, alors que si on prend un petit temps de recul, si on fait un petit pas de côté, peut-être en méditant un tout petit peu, se demander ce que sont les pensées qui sont présentes, se demander ce que sont les émotions et les prendre pour ce qu'elles sont, on a là sans doute un des meilleurs moyens qui permet de regagner en liberté par rapport à tous ces éléments-là. Un agenda, mais je m'aperçois qu'il va falloir que j'accélère, puisque c'était que l'introduction jusqu'ici. Donc, on va voir comment on peut développer des compétences émotionnelles pour gagner en liberté. S'autoriser le recours à l'intuition, c'est le lien avec cet ouvrage, comme un complément indispensable à l'analyse rationnelle. Voilà, parce que souvent, il s'agit de désobéir à cette injonction qui est, quel que soit l'endroit où on est, de mener une analyse rationnelle plutôt que faire appel à son intuition. C'est particulièrement vrai en entreprise où beaucoup de gens ne s'autorisent pas à utiliser leur intuition alors que c'est souvent un élément de connaissance extrêmement précieux, extrêmement utile. Et puis on va voir comment on peut désobéir encore à toute une série de choses. Voilà, ça sera des sources d'inspiration. Je ne vais pas vous livrer complètement des recettes aujourd'hui, on n'a pas tellement le temps dans cette conférence. Mais si vous avez des questions après, et puis sans doute à d'autres occasions, on pourra creuser un petit peu plus le sujet. Alors d'abord, développer ses compétences émotionnelles pour gagner en liberté. On ne peut pas faire l'économie de quelques mots sur ce que sont les émotions et ce que sont les compétences émotionnelles, bien sûr, pour commencer. Donc comme vous le savez peut-être, émotion, ça vient du latin, ex movere, emovere, et il y a vraiment cette idée de mouvement vers l'extérieur, de mise en mouvement. Donc une émotion, fondamentalement, c'est quelque chose qui nous pousse à agir. C'est la définition même, étymologiquement. Les émotions, ça s'impose à nous plus vite que la pensée. C'est-à-dire que le circuit de l'émotion est plus court dans le cerveau que le circuit de la pensée, qui est à peu près 2 fois plus long. Donc on est sur du 24 millisecondes contre 48 millisecondes. C'est quasiment instantané, mais l'émotion est toujours première par rapport à la pensée. Si vous faites l'expérience d'aller vous balader en forêt et qu'à un moment donné, sur le chemin, vous êtes en train de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous, puis vous posez les yeux quelques mètres devant vous sur le chemin et vous voyez un truc un peu tordu. Sur le chemin, en fait, c'est juste un bâton, une branche d'arbre, mais vous allez peut-être vous dire à ce moment-là, c'est un serpent. Et peut-être vous avez peur des serpents. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez une émotion de peur qui arrive avant la pensée, qui très rapidement, en une fraction de seconde, va vous permettre de dire non, c'est bon, c'est juste un bâton, il n'y a pas de danger. Évidemment que vous allez vous dire ça très rapidement, sauf que l'accélération des battements du cœur, le débit sanguin, tout ça va être accéléré, vous allez avoir les poils qui vont se dresser sur la peau, et ça va durer encore quelques minutes. Même après que vous vous êtes dit c'est bon, il n'y a pas de danger, vous savez bien que votre cœur va continuer à battre un peu plus vite que quelques secondes avant. Donc l'émotion est bien première systématiquement par rapport à la pensée. 6 émotions de base, ça c'est les travaux de Paul Ekman. C'est relativement consensuel, même si on ne met pas toujours tout à fait les mêmes, mais ça c'est des choses qu'on peut observer assez facilement et qui vont surtout s'exprimer de la même façon au niveau facial. Quel que soit l'endroit d'où on vient, on va exprimer ces émotions-là de la même façon. C'est ce qu'a bien montré Paul Ekman. Donc les voilà, ces émotions de base. Je ne rentre pas beaucoup plus là-dedans, mais pour aller à l'essentiel, ce qu'on va dire, c'est que les émotions ont vraiment des fonctions extrêmement importantes pour nous. C'est avant tout un système de détection du danger. Et c'est même un système de survie à l'origine. Encore une fois, c'est l'évolution qui nous a dotés de cette capacité à ressentir des émotions dont beaucoup vont nous torturer. C'est-à-dire que avoir peur, se sentir coupable, c'est des émotions avec lesquelles il peut être difficile de vivre. Mais ces émotions-là vont nous amener des éléments extrêmement importants, nous faire prendre conscience de choses essentielles qui nous permettent de prendre sans doute des meilleures décisions. Sauf quand on est complètement téléguidé par l'émotion.
Vous savez bien que quand vous avez peur, de temps en temps, c'est bien d'affronter la peur et de ne pas systématiquement fuir. C'est bien de sortir de ce qu'on peut appeler une zone de confort. Quand vous êtes en colère, c'est bien d'exprimer la colère autrement qu'en agressant votre interlocuteur. Mais biologiquement, physiologiquement, encore aujourd'hui, sous l'effet de la colère, en une fraction de seconde, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un afflux de sang au niveau des avant-bras et vous vous préparez tout simplement à frapper. Alors on le fait plus verbalement que physiquement aujourd'hui, mais quand même, c'est souvent pas la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire que la colère est une mauvaise émotion, pas du tout. Il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a que des émotions utiles. Il y a des émotions désagréables, oui, mais elles ne sont pas négatives. La colère, on va pouvoir apprendre à l'exprimer de façon beaucoup plus constructive, en formulant peut-être une demande, c'est le principe de la CNV par exemple, qui va permettre d'utiliser cette énergie que donne la colère pour réparer une injustice. C'est pour ça que la colère est précieuse. Fondamentalement, ce qui va nous mettre en colère, c'est une injustice que l'on subit ou que quelqu'un va subir devant nous. Et cette colère-là va donner beaucoup d'énergie pour corriger ce qui mérite d'être corrigé, pour corriger cette injustice. Ça va? Donc, les émotions préparent à l'action. Ça permet de communiquer avec soi-même et avec les autres, bien sûr. J'aime bien l'expression de Thomas d'Ansbourg qui dit à quel point il est important de connaître l'humain là-dedans pour comprendre l'humain là-devant. Donc évidemment, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Il n'a rien inventé en disant ça. Mais avec son sens de la formule, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, notamment du point de vue des émotions. Les émotions vont nous informer aussi sur des besoins et leur degré de satisfaction. En gros, les émotions agréables, c'est des émotions qui nous disent « tes besoins sont satisfaits ». Par exemple, la joie nous dit « tu as un besoin de reliance, de relation avec les autres, de qualité, constructive, etc. » Et ce besoin est satisfait. Donc, continue de mettre en place ce que tu as mis en place jusque-là pour que tu puisses continuer à ressentir cette émotion qui est si agréable. La tristesse nous dit exactement le contraire. C'est le même besoin à l'origine. C'est un besoin de relation de qualité avec les autres, sauf que ce besoin n'est pas satisfait. Donc la tristesse nous dit qu'il y a peut-être des choses à faire, des choses à corriger pour que ce besoin-là soit un peu mieux satisfait par le futur. Bon, je passe assez vite là-dessus, mais ça fait le lien avec les sensations, justement. Vous avez là des images qui montrent comment les émotions vont se traduire par des sensations de chaleur ou de froid, parfois, dans certaines régions du corps. Voilà, l'image parle d'elle-même, je ne rentre pas plus dans le détail. Ilios Kotsou, qui animera la prochaine conférence Feel Good, est un spécialiste des émotions. Et donc, il montre bien, notamment dans un ouvrage en 2016, pour les 6 émotions de base, ce que sont les manifestations physiologiques, les déclencheurs, toujours les mêmes à peu près, pour chaque émotion, c'est évidemment différent, ce qu'on appelle la tendance à l'action. Et c'est là qu'on rentre peut-être dans un truc qui va nous téléguider. Cette fameuse tendance à l'action, c'est là qu'il peut être intéressant de désobéir à l'émotion pour être capable de regagner en liberté, pour être capable d'exprimer la colère autrement qu'en agressant, par exemple, son interlocuteur. Ça va? Et là, c'est le même tableau, mais avec des émotions qu'on va ressentir en contexte social. La honte, la culpabilité, la jalousie, la fierté. Ce sont des émotions difficiles à vivre. Bon, la fierté, moins, mais par exemple, la honte, la culpabilité. Mais la culpabilité, c'est une émotion extrêmement précieuse. Le propre du psychopathe, c'est de ne pas ressentir la culpabilité. C'est un handicap, en fait. Et quand on ne ressent pas la culpabilité, évidemment, on ne va pas corriger, on ne va pas mettre en place derrière des corrections par rapport aux actions et on va persévérer dans ces actions-là. Concernant les émotions de base, vous avez d'excellentes vidéos qui sont proposées par Thomas d'Ansbourg. Donc ça, c'est vraiment pour vous, si vous voulez creuser, aller un petit peu plus loin sur la peur, la tristesse, la colère, etc. Et ce sont des vidéos qui durent une dizaine de minutes. Donc je vous y renvoie. Le lien avec notre sujet, c'est, comme le dit bien Christophe André, l'importance d'apprendre à désobéir à ses émotions. Non pas par principe, encore une fois, mais parce que de temps en temps, ça peut nous permettre de gagner cette fameuse liberté, de ne pas se laisser complètement téléguider par les émotions et regretter par la suite, finalement, peut-être l'agression qu'on a pu commettre sous l'effet de la colère, par exemple.
Les compétences émotionnelles, là aussi, Ilios en parle bien avec ses collègues à Louvain-la-Neuve en disant que ça reflète la capacité qu'on peut avoir à identifier, à exprimer, à utiliser, à comprendre, à réguler des émotions. Ça mériterait évidemment beaucoup de temps, mais on va aller à l'essentiel. Avec Ilios, d'ailleurs, on a écrit un article que vous pouvez retrouver ici sur Harvard Business Review, il y aura le lien. Et ça vraiment spécifiquement pour les acheteurs qui sont souvent victimes d'injonctions contradictoires, d'injonctions paradoxales. Il faut être partenaire avec les fournisseurs, mais en même temps, il faut leur mettre la pression pour réduire les coûts, etc. Ça soumet ces gens-là, évidemment, à des émotions difficiles. Et donc, c'est spécifiquement pour eux que nous avions écrit cet article, pour voir comment on pouvait gérer ces émotions un petit peu difficiles. Gérer voulant absolument pas dire mettre un couvercle dessus et faire comme si elles n'étaient pas là, mais bien au contraire, les exprimer de la meilleure des façons, la plus constructive, etc. Le problème de l'alexithymie, c'est simplement sur cette idée d'identifier les émotions, c'est la toute première étape. On ne va pas faire les autres. Pourquoi c'est si difficile d'identifier les émotions ? Parce qu'on a une vraie richesse de vocabulaire à l'écrit, mais une grande pauvreté de vocabulaire à l'oral. Il y a des mots qu'on n'utilise pas à l'oral. Si je vous dis par exemple la colère, on peut être ulcéré, on peut être agacé, on peut être courroucé, ça c'est de l'ancien français, on peut être énervé, etc. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes degrés. On n'est pas en colère de la même façon, selon qu'on soit agacé ou ulcéré, etc. Mais ces mots-là, on les utilise quasiment pas à l'oral. Il y a une espèce de pudeur peut-être, on n'exprime pas ça à l'oral, on dit voilà, je suis juste énervé, etc. Et donc le fait de ne pas mettre des mots sur les véritables émotions qu'on ressent, c'est ce qui fait qu'on est un petit peu coupé de nos émotions et qui nous empêche aussi de les exprimer de la meilleure des façons. C'est Marshall Rosenberg, l'inventeur de la CNV aux États-Unis, qui disait « les mots sont des capsules de conscience ». C'est une belle expression aussi, qui montre à quel point c'est important d'utiliser les bons termes. Et la première chose qu'on fait dans les formations pour développer les compétences émotionnelles, ou en CNV, c'est de donner aux gens des listes de mots, d'apprendre le vocabulaire, en fait, qui permet d'exprimer avec finesse les différentes émotions qu'on peut ressentir. Comment est-ce qu'on peut développer ces compétences émotionnelles ? C'est peut-être là la partie la plus importante, une fois qu'on a compris à quel point c'était utile. Un élément important, c'est la pratique de la présence attentive, ou la méditation, tout simplement, la pleine présence, la pleine conscience, ce que dit bien Jon Kabat-Zinn. C'est ça qui va permettre de détricoter le lien entre sensation, pensée et émotion. Un petit peu comme quand j'étais sur le fauteuil du dentiste et que j'ai réussi à transformer une souffrance en une douleur un peu plus facile à gérer. Christophe André nous dit à peu près la même chose. Deuxième idée, cultiver l'émodiversité. Donc l'émodiversité, c'est le fait d'accepter finalement, dans une journée, toutes les émotions qui vont nous traverser, qui vont être présentes à un moment donné. Il y a des émotions évidemment qu'on n'aime pas trop vivre. Avoir peur, être en colère, etc. C'est pas des émotions très agréables. Et donc souvent on essaye de se détourner de ces émotions-là, de se divertir, de penser à autre chose. C'est très important d'aller au contact évidemment de ces émotions. Alors évidemment la joie c'est facile, la gratitude, comme le dit bien Rebecca dans cet ouvrage, c'est facile aussi. Mais des émotions plus difficiles ont plein de choses à nous dire et c'est surtout pas en mettant un couvercle dessus qu'on va les gérer de la façon la plus pertinente. Et puis ça, c'est très stoïcien. Accepter ce qui est. Donc c'est Marc Aurèle, ce qu'on appelle la prière de la sérénité, prière entre guillemets, parce que ça n'a rien de religieux, mais ça ressemble en fait à une prière. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce soit Marc Aurèle qui ait dit ça, mais ça lui est attribué parce qu'il a écrit tellement de choses qui ressemblent à ça qu'on s'est dit, oui, c'est sans doute lui qui a dit ça. Pour la petite histoire, c'est la devise aujourd'hui des alcooliques anonymes. Donc la prière de Marc Aurèle, prière de la sérénité. Puissais-je avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, donc on ne va pas tout accepter non plus, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Quand on a ces trois trucs-là, on peut voir venir. Et le lien avec notre sujet, c'est que évidemment, c'est le manque de distinction entre
ce que je peux changer, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, qui souvent va venir nous torturer, générer des émotions, de frustration notamment, qu'on va avoir du mal à gérer ou avec lesquelles on va avoir du mal à vivre. Voilà pour les émotions, les compétences émotionnelles, et c'était la partie la plus longue, je ne vais pas dire la plus importante, mais la plus longue de la présentation. On va parler maintenant d'intuition. L'intuition, c'est aussi, il y a vraiment un vrai enjeu de désobéissance dans le recours à l'intuition, parce que comme je disais tout à l'heure, on a plutôt des injonctions à utiliser de l'analyse rationnelle. Or, l'intuition, ce n'est pas forcément meilleur que l'analyse rationnelle, c'est ce qu'on dit là-dedans, mais c'est tout à fait complémentaire. D'ailleurs, il y a plein de découvertes scientifiques dans lesquelles l'analyse rationnelle arrive comme étant confirmatoire, mais elle va confirmer une intuition. Tellement de chercheurs, de savants, même très connus, que ce soit Newton, Einstein, etc., nous disent ces choses-là. La théorie de la relativité, chez Einstein, ça lui est venu d'une intuition. Il s'est levé, il est allé mettre des équations, voir si ça marchait, etc. Et ça a été confirmatoire, cette analyse rationnelle. Donc dans beaucoup de domaines, ça pourrait être exactement la même façon. Qui a dit ça, d'après vous ? C'est un discours très célèbre de Steve Jobs, qui nous parle d'intuition et de cette complémentarité de l'intuition par rapport à l'analyse rationnelle. Le mental intuitif est un don sacré, le mental rationnel un serviteur fidèle. Ça, c'est Einstein. Gerd Gigerenzer, qui est un grand spécialiste de l'intuition, nous dit que c'est ce qui va jaillir dans la conscience et ce qui va surtout nous pousser à agir. Donc un petit peu comme les émotions, il y a vraiment cette idée, quand on parle d'intuition, de quelque chose qui va nous pousser à agir. Souvent, comme on ne s'autorise pas la mobilisation de l'intuition, comme ce n'est pas justifiable, si on prend une mauvaise décision, par exemple, dans une organisation, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et que le manager vient nous le reprocher, on peut toujours dire, mais regarde, j'avais mené une analyse rationnelle, c'était bien cette décision-là qui s'imposait à la suite de cette analyse. Simplement, le contexte a changé, il y a des choses qui n'étaient pas prévisibles, mais moi, j'ai pris la décision qu'il fallait prendre. Mais si on a pris la décision sur la base de son intuition, c'est évidemment beaucoup plus compliqué de justifier une mauvaise décision. Parce que ça veut dire qu'on a juste été mauvais, qu'on a eu une mauvaise intuition. Donc voilà pourquoi souvent on ne s'autorise pas le recours à l'intuition. C'est Henri Mintzberg, qui est un des grands spécialistes du management, de la stratégie d'entreprise, qui dit « La différence entre un bon manager et un grand dirigeant », lui s'intéresse aux dirigeants d'entreprise. Il dit la différence entre un bon manager et un grand dirigeant, c'est que le bon manager utilise très bien son cerveau gauche, alors que le grand dirigeant utilise les deux côtés de son cerveau. Ça vaut ce que ça vaut, cette distinction entre cerveau droit et cerveau gauche. C'est-à-dire pas grand-chose. Et moins qu'à une époque où on y croyait vraiment. Aujourd'hui, les dernières découvertes en neurosciences nous disent qu'il y a une plasticité dans le cerveau qui est bien plus grande que ce qu'on pensait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, cette histoire de cerveau droit, cerveau gauche, c'est pas aussi vrai que ce qu'on a dit par le passé. Mais ce qu'on disait par le passé, c'est toujours intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est que le cerveau droit, c'était plutôt justement le siège de l'intuition, et le cerveau gauche, plutôt le siège de l'analyse rationnelle. Ce que nous dit donc Mintzberg, c'est que les deux sont extrêmement importants, et que tous les grands dirigeants s'autorisent le recours à l'intuition, mais n'autorisent pas les gens dans leur organisation à y recourir eux-mêmes. Voilà, donc on a plein de décisions rationnelles. Je ne vais pas en énumérer beaucoup ici parce que le temps passe très vite avec vous. Mais plein de décisions qu'on peut trouver dans ces ouvrages, il y a plein d'exemples, qui s'avèrent être des décisions non pertinentes. Et donc, finalement, on peut s'apercevoir qu'il devient tout à fait rationnel de suivre son intuition, en tout cas de l'écouter un petit peu plus. Ce qui demande de désobéir à cette fameuse injonction de n'écouter que sa rationalité. Yehudi Menuhin, qui est un grand chef d'orchestre, nous dit exactement ça. C'est toujours intéressant d'aller chercher des artistes qui ont cette conscience un peu aiguë de l'importance de certaines choses, et notamment de l'intuition ici.
Le rôle de la mémoire, évidemment, est extrêmement important dans ce qui fait l'expertise d'un médecin, par exemple, qui va poser un diagnostic, évidemment avec des analyses confirmatoires dans un second temps, mais souvent sur la base d'une intuition. Ça, c'est un peu long à lire, c'est chargé, mais j'aime beaucoup ce passage de Jean-Marie Pelt, qui était un grand botaniste, dans un ouvrage qui s'appelle « Le monde s'est-il créé tout seul ?» que je vous conseille aussi. C'est sous forme d'interview. Il y a beaucoup de grands chercheurs qui sont interviewés dans cet ouvrage-là. Et Jean-Marie Pelt nous dit à quel point, là aussi avec ses mots à lui, à quel point l'intuition est extrêmement importante et à quel point ça peut être intéressant de désobéir, encore une fois, à cette injonction de n'écouter que l'analyse rationnelle. On retrouve ici notre ami Ilios avec 2 vidéos, ce sont des TEDx, dans lesquelles il montre bien à quel point, il explique à quel point ça peut être intéressant de désobéir à sa pensée, à ses pensées ou à ses émotions. Donc 2 vidéos complémentaires. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà parlé des émotions, on a parlé des pensées sous forme de l'analyse rationnelle versus intuition. Il y a encore plein de choses auxquelles on peut désobéir. Alors bien sûr, il y a les sensations. La juste écoute des sensations. J'ai illustré ça avec des photos de Rafael Nadal que vous retrouvez ici. Il est connu pour avoir été quelqu'un tout au long de sa carrière qui n'écoutait pas ses sensations, qui allait au-delà. Il a terminé sa carrière avec des problèmes de cartilage dans les genoux, c'est-à-dire des genoux sans cartilage, etc. Il est allé au-delà de ce que ses sensations lui disaient. Donc il a désobéi à ses sensations. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. La juste écoute, c'est sans doute une écoute qui est entre la sourde oreille et puis peut-être ne pas trop écouter ses sensations non plus, parce que de temps en temps, il faut aller au-delà. Et donc, c'est pas du tout ce que dit Sylvain Tesson, qui est plutôt du côté de Rafael Nadal. Sylvain Tesson, vous le connaissez, l'écrivain, aventurier, si je le dis comme ça. C'est fort, en fait, les mots qu'il nous exprime ici, quand il nous dit qu'il aimerait atteindre l'extinction totale de la pitié envers lui-même. Donc là, on est vraiment dans le dépassement, la désobéissance aux sensations. Mais je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, pour lui, c'est sûr, c'est ça. Je me rappelle d'une conférence de Guy Corneau, il y a de ça quelques années. Il était venu 2 années de suite d'ailleurs à Grenoble, école de management. Et donc Guy Corneau, psychologue québécois, qui parlait de ce qu'il avait observé quand il était jeune, quand il était petit. Il voyait ses parents travailler tous les deux dans des entreprises, être souvent fatigués, manquer d'énergie, manquer d'envie, ne pas trouver forcément de sens dans ce qu'ils faisaient. Et lui, il s'était dit, étant enfant, jamais je me mettrai dans cette situation-là, celle dans laquelle sont mes parents aujourd'hui, je serai mon propre patron. Et c'est ce qu'il est devenu. Il est devenu un psychologue qui a écrit beaucoup d'ouvrages, qui faisait le tour du monde. Il est décédé maintenant, donc il faisait le tour du monde pour faire des conférences. Et finalement, ce qu'il racontait dans une de ses conférences à Grenoble, c'est qu'il était devenu pour lui-même le pire patron qu'il pouvait imaginer. C'est-à-dire que quand on lui proposait des choses en plus, des conférences et tout, il avait tendance à dire oui, à accepter un peu tout, alors que c'était finalement de la maltraitance pour lui-même. Donc il n'écoutait pas ses sensations. Et finalement, il nous alertait sur l'importance de ne pas complètement désobéir à ses sensations. C'est ce que j'appelle la juste écoute, en fait, des sensations. Il y a beaucoup d'autres choses à côté des pensées, des émotions et des sensations, comme on vient de le voir, auxquelles il peut être intéressant d'apprendre à désobéir. Donc là, c'est juste une liste un petit peu pêle-mêle qui peut être une source d'inspiration pour vous. Je ne vais pas vous livrer les modalités par lesquelles on peut désobéir, mais voilà, simplement, ça peut éveiller votre curiosité. Vous connaissez peut-être T.B. Keller, qui est l'inventeur de la ProcessCom. ProcessCom, en général, beaucoup de gens connaissent, l'inventeur un peu moins. À l'origine de la ProcessCom, c'est des profils de personnalité, en fait. C'est là que vous avez l'empathique, le rêveur, le travailloman, etc. Ça a d'ailleurs changé récemment. Il y a de nouvelles appellations un petit peu plus fidèles à ce qu'on peut mettre derrière par rapport à la sémantique. À l'origine de la ProcessCom, il y a ce qu'il appelle des messages contraignants.
Et en fait, T.B. Keller nous dit on a tous, de par notre éducation, de par notre personnalité, des messages contraignants qu'on va suivre à peu près toute notre vie. Et ces messages contraignants, il y en a 5 grands. Sois parfait. Il y a des gens qui entendent ça depuis tout petit et ça les structure encore aujourd'hui, toujours le besoin d'être parfait. Donc fais plaisir, sois fort, fais des efforts, etc. Dépêche-toi. Évidemment, il est important, nous dit T.B. Keller, de prendre un petit peu de distance par rapport à ces messages contraignants, sous peine de vivre toute notre vie sous la contrainte de ces messages contraignants. Donc là aussi, ça peut être intéressant de prendre conscience de la personnalité qui est la nôtre, à travers son modèle éventuellement, mais surtout de ces messages contraignants auxquels on est soumis, auxquels on continue à se soumettre, et vis-à-vis desquels on pourrait prendre un petit peu de liberté. Ça va ? Autre idée, pratiquer la CNV. On en a parlé tout à l'heure, on faisait le lien avec les compétences émotionnelles. La communication non violente, donc inventée par Marshall Rosenberg aux États-Unis, il s'agit là de désobéir à notre tendance à parler, à s'exprimer de façon très agressive, parfois agressive, ou en n'y mettant pas tout à fait les formes. J'en parlais encore cette semaine avec des gens, on avait organisé une table ronde là, avec des directeurs achats, etc., à GEM. Et puis, ils nous disaient à quel point les jeunes acheteurs qui arrivaient s'embarrassaient beaucoup moins que leurs prédécesseurs pour prendre le téléphone, pour discuter avec un fournisseur, par exemple, et envoyer tout simplement un mail, souvent rédigé par l'IA d'ailleurs, donc complètement impersonnel, et que ça contribue à dégrader énormément les relations, dégrader la confiance en fait. C'est-à-dire que ce sont vraiment des ingrédients essentiels. C'est Jean-Paul Sartre qui disait d'ailleurs la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc il faut du temps pour construire la confiance, il faut donner des preuves de confiance. Et c'est pas en envoyant des mails rédigés par l'IA plutôt qu'en prenant son téléphone qu'on y arrive, évidemment. Savourer la solitude et l'intériorité. Alors ça, c'est très complémentaire avec la prise de conscience de tout ce qu'on doit aux autres, des relations qui nous font vivre aussi, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Rebecca avec Christophe André. C'est très important, évidemment, les relations, l'interdépendance, comme le dit Thich Nhat Hanh. Mais c'est très important aussi d'apprécier, de savourer la solitude, parce que c'est aussi une source de connaissance de soi essentielle. Et là aussi, il y a des injonctions qui sont très sociétales. La solitude n'est pas bien vue. Le temps qu'on passe seul n'est pas forcément un temps très valorisé. Alors la solitude, encore ça va, mais l'intériorité, c'est encore pire. Là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut désobéir d'une certaine façon, comme le dit Frédéric Gros, pour s'accorder des temps tellement précieux d'intériorité. Ce qui n'empêche pas de retourner voir les autres. Au contraire, c'est même la condition pour avoir des relations de meilleure qualité après. Désobéir au striatum. Alors, encore une autre idée importante. Là, c'est Sébastien Boller. Il s'agit de dépasser ce qu'il appelle le bug humain. Vous connaissez peut-être cet ouvrage qui est assez récent, où il nous dit que cette petite structure dans le cerveau, c'est elle qui est à l'origine. Ça veut dire qu'il reste 5 minutes, c'est ça ? Ok, parfait. C'est celle qui est à l'origine de notre tendance à vouloir toujours plus, à ajouter des choses dans nos vies, à poursuivre une espèce de croissance de façon un petit peu frénétique. Et on voit bien tous les problèmes que ça peut poser derrière. Et donc, il nous dit que c'est par le cortex et cette désobéissance, d'une certaine façon, au striatum, qu'on peut trouver un petit bout de solution face à tous ces enjeux-là. Dernier point, dépasser notre programmation biologique, comme le dit Joshua Green, à entrer en compétition avec le reste du monde. J'aime bien cette idée de Joshua Green, qui est professeur de psychologie à Harvard, qui nous dit en fait, c'est un débat stérile, celui qui consiste à se demander si l'être humain fondamentalement est plutôt collaboratif ou compétitif. On est capable de faire les deux. En tant qu'humain, force est de constater qu'on peut être extrêmement bon pour collaborer, y compris avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est ce qui fait la caractéristique principale des humains pour Harari, par exemple, Yuval Noah Harari. Et puis en même temps, on est capable de rentrer dans des logiques de compétition incroyables aussi, de se faire la guerre à des échelles planétaires. Et donc, on est capable de faire les deux. L'évolution nous a dotés de ces deux capacités.
Alors Joshua Green remonte à ce qui nous a dotés de ces deux capacités. Il nous dit que les premiers groupes humains qui ont commencé à collaborer ont eu un avantage évolutif. Parce que le fait de vivre ensemble et de collaborer a permis à ces groupes humains-là, par exemple, de chasser des gibiers qu'ils ne pouvaient pas chasser tout seuls. Par exemple, des mammouths. Les humains ont découvert le sommeil à ce moment-là aussi. Parce qu'en tant que gibier, dans la nature, face à des prédateurs, on ne pouvait jamais dormir sur ses deux oreilles. Mais dès lors qu'il y en a un qui monte la garde, les autres peuvent commencer à se reposer pour de vrai. Donc c'est formidable de vivre en groupe. Et donc, on a une vraie capacité à collaborer. Mais en même temps, on a très vite une compétition qui va s'instaurer par rapport à d'autres groupes. Par exemple, pour accéder à des ressources, à un point d'eau. Et là, on va rentrer en compétition. Donc Joshua Green nous dit, on a une double dynamique dans les relations avec les autres. Il y a ce qui va de jeu à nous. Et là, on est fondamentalement sur une tendance naturelle à collaborer, c'est-à-dire à l'intérieur d'un groupe de référence. Et puis, ce qui va de nous à eux, c'est-à-dire au reste du monde, eh bien, on est vraiment fondamentalement sur une logique plutôt de compétition. Donc, on est sur un problème de frontière. Quelle est la frontière? Où est-ce qu'on la place entre le nous et le eux? Vous savez, en anglais, close, étymologiquement, ça va donner closeness et closure. Donc, closeness, c'est la proximité. Closure, c'est la fermeture. On n'est jamais aussi proches les uns des autres dans un groupe de référence. On n'est jamais autant fédérés que quand il y a une adversité qui vient de l'extérieur, que quand on est finalement contre quelque chose. Donc ça, c'est fondamentalement humain. Mais l'enjeu, nous dit Joshua Green, c'est de repousser au maximum la frontière entre le nous et le eux. C'est-à-dire d'intégrer dans le nous une part de plus en plus grande de l'humanité. Intégrer dans le nous peut-être même une part de plus en plus grande des vivants. Et c'est ça qui va nous permettre peut-être de répondre à ces grandes difficultés qui sont posées par le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc il y a là vraiment quelque chose de très lié à notre sujet aussi, dans cette capacité à désobéir, à notre tendance à considérer comme à l'extérieur du groupe une part très grande de l'humanité quand on y réfléchit bien. Et donc cet enjeu très grand de repousser cette frontière entre le nous et le eux. Alors en guise de conclusion, j'aime bien citer Viktor Frankl, que vous connaissez sans doute, qui nous dit qu'il y a une vraie différence entre la réponse et la réaction. La réaction automatique, comme son nom l'indique, elle vient d'un téléguidage. On est téléguidé par des émotions, par des pensées, on suit les pensées, etc. La réponse, c'est quelque chose de beaucoup plus délibéré. Et il n'y a pas une très grande différence entre les deux en termes de temps à y consacrer. C'est juste un petit pas de côté, c'est juste quelques secondes. C'est juste ne pas être victime d'une émotion qu'on va exprimer de façon un peu brutale, mais exprimer cette émotion-là de façon beaucoup plus constructive. C'est ça une réponse par rapport à une réaction. Ça repose sur la désobéissance. Pour aller plus loin, quelques ouvrages, notamment sur l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles, mais aussi sur le recours à l'intuition. Voilà, j'en ai terminé, j'ai fait un peu plus long, mais j'accueille avec grand plaisir vos questions maintenant. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question. Dans l'ouvrage de Sibony et Kahneman, il me semble qu'à un moment donné, il parle effectivement de l'intuition en disant méfions-nous de l'intuition, combien d'erreurs sont commises en son nom. Et avec plein d'exercices et d'études à l'appui, dans mon souvenir. Qu'est-ce que, voilà, par rapport à ça Pour moi, l'intuition, c'est pas forcément meilleur que l'analyse rationnelle, mais c'est complémentaire. Donc on peut aussi se planter avec l'intuition. C'est bien qu'il y ait une analyse rationnelle qui vienne après. On s'est tellement coupé de notre intuition, on s'est tellement pas autorisé pendant des années à recourir à cette intuition que quelquefois on la confond avec autre chose. On la confond avec juste la peur de vivre un truc un peu compliqué. Par exemple, un truc très concret qu'on peut donner, c'est quand vous avez une décision importante à prendre, de partir vivre à l'étranger ou de rester là ou de changer de boîte, peu importe. Vous allez vous coucher une soirée en vous disant voilà, c'est cette décision-là que je prends. Et vous voyez la nuit que vous allez passer. Le lendemain, vous allez vous coucher en vous disant c'est cette décision-là que je prends, c'est l'autre, opposé. Et vous allez voir la nuit que vous allez passer. Et là où vous avez passé la meilleure nuit, il y a des chances que ça soit plutôt la décision qui soit la meilleure pour vous. Sauf que, quand on n'a pas l'habitude d'écouter son intuition,
On peut juste s'appuyer sur la peur de vivre un truc un peu compliqué. Et pourtant, c'est peut-être ça qu'il faudrait vivre. Donc voilà, c'est pas toujours la panacée, l'intuition. De temps en temps, elle peut nous tromper aussi. Mais vu la place qu'on lui laisse aujourd'hui, un petit peu plus, ça fait pas de mal et ça fait même plutôt du bien. C'est ça le message essentiellement. Je vais essayer ça dès ce soir. Ok. Vous avez dit au début que l'émotion précède la pensée. Et je sais pas, moi j'avais plutôt souvent l'image inverse. Par exemple, pour l'anxiété, j'ai plutôt l'impression que ce sont mes pensées qui me donnent ces émotions. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ça va dans les deux sens en fait. Alors pour l'anxiété par rapport à la peur, oui, c'est très juste ce que vous dites. La peur vient avant la pensée. Avec l'exemple du serpent, c'est clairement le cas parce que là, il y a un vrai danger qui en l'occurrence n'est pas là, si c'est juste un bâton, mais on pense qu'il est là. Et c'est immédiat. Alors que l'anxiété, c'est vrai, c'est la peur d'un truc qui va venir dans le futur. Donc il faut d'abord qu'il y ait une pensée qui nous amène dans le futur en nous disant mais comment ça va se passer à ce moment-là, ça risque d'être difficile, compliqué, etc. Et effectivement, il y a une anxiété qui va arriver, qui va être seconde par rapport à la pensée. Mais les deux vont se nourrir mutuellement. Finalement, l'émotion... C'est vraiment cette expression de Christophe André, elle est comme le feu sous la casserole des pensées. Donc elle va donner plus de poids aux pensées, on va enchaîner plus de pensées et ça va générer plus d'émotions encore. Une dernière question peut-être ? Ou remarque ? Oui. Vous avez cité au début les 6 émotions de base. Donc je constate qu'il y a 4 émotions négatives et 2 positives. Et j'aimerais savoir quel est votre classement personnel des 6 émotions de base. Alors, je dirais, pour répondre à la question, que justement, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Par abus de langage, effectivement, on va très souvent trouver ça, y compris dans la bouche de spécialistes. Pour moi, il n'y a que des émotions utiles. Donc, il y a des émotions, bien sûr, désagréables, des émotions difficiles, mais toutes les émotions ont quelque chose de très important à nous dire. J'aime bien ce que dit Alexandre Jolien quand il parle de la tristesse, en disant « c'est parce qu'on n'accepte pas d'être à fond triste qu'on ne connaît pas de joie plus profonde dans nos vies ». Et c'est très important d'accepter d'aller au contact de la tristesse, de ne pas trop se divertir quand la tristesse est là, parce que la tristesse nous dit des choses essentielles et c'est ce qui permet à la joie de survenir beaucoup plus facilement par la suite. Donc voilà, je répondrai comme ça à cette question sans faire véritablement de classement, mais en disant que toutes les émotions sont précieuses, utiles. Alors Antonio Damasio, qui est un des spécialistes mondiaux des émotions, dit « Fear is the boss ». Donc c'est la peur qui est vraiment la chef des émotions, c'est celle qui va s'imposer avec le plus de force, le plus de poids, parce que oui, il y a un vrai enjeu de survie, même si aujourd'hui on est moins dans des situations de survie, en tout cas dans nos pays, mais la peur reste l'émotion qui s'impose avec le plus de force par rapport aux autres. Merci encore Hugues pour cette très belle conférence et ces réponses très éclairantes. Merci aussi à tous les participants et donc j'en profite pour vous signaler la prochaine conférence le 27 novembre de 12h30 à 13h30 avec Ilios Kotsou qui a été mentionné tout à l'heure autour de son dernier livre La sagesse des petits riens. Alors à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.